Alors, la première partie, c'était dynamique de l'émergence. On est passé de l'écosystème à la transmission. Et maintenant, on va passer à l'échelle du patient et de l'infection au traitement, où on va commencer à parler des sujets un peu plus peut-être opérationnels en termes d'innovation. Et on a donc la chance d'avoir d'abord Sylvain Bèze. Alors, je ne sais jamais comment présenter. Alors ici, c'est marqué Institut Pasteur, mais il est aussi P4, il est aussi INSERM. En tout cas, il a plusieurs chapeaux, mais en tout cas, c'est notre CNR, en plus fièvre hémorragique. Et il est très impliqué tout ce qui est projet autour de fièvre hémorragique. Et là, il va nous présenter le Copaflict. C'est ça? C'est ça. Merci beaucoup, Sylvain. Merci Yazdan pour cette introduction. Donc effectivement, je vais vous parler du projet Copaflict, qui vise à comprendre la pathogénèse de la fièvre de Lassa afin d'identifier en fait des nouvelles cibles thérapeutiques. Alors la fièvre de Lassa, c'est une fièvre hémorragique virale causée par le virus Lassa, dont vous pouvez voir une illustration à droite, qui a été décrit au Nigeria pour la première fois il y a une cinquantaine d'années, un petit peu plus. Ce virus est endémique en Afrique de l'Ouest, comme vous pouvez voir sur la carte, et notamment au Nigeria, mais aussi au Libéria, Sierra Leone, Guinée. Il circule aussi dans les pays un petit peu entre ces deux blocs, notamment aussi au Bénin, où il y a des épidémies fréquentes. Et dans les pays en vert, en fait, on a des cas sporadiques. Donc, en fait, l'aire de circulation de ce virus semble s'étendre. On a au CNR, justement, diagnostiqué un cas chez un patient rapatrié de N'Djamena, donc au Tchad, juste à côté, avec un virus très proche de Lassa. Donc, c'est vraiment une dynamique assez forte et une menace un petit peu pour la santé publique assez prégnante. Alors, cette distribution géographique est reflétée par une grande diversité génétique. On a plusieurs lignages de virus Lassa qui circulent. On en a juste aujourd'hui 7, mais probablement plus. Et la problématique, c'est qu'il n'y a aucun vaccin ou de thérapeutique efficace spécifiques qui ont été validés pour l'instant. Et la pathogénèse de cette maladie et des fièvres hémorragiques virales en général, c'est quand même relativement peu connu. Alors, au cours de projets précédents, un projet ANR Astrid qui avait été financé il y a une dizaine d'années, on avait pu mettre au point un modèle animal assez proche de ce qui se passe chez l'homme. La problématique des fièvres hémorragiques virales, c'est que les modèles rongeurs ne sont pas pertinents pour étudier la pathogénèse, la réponse immune. Donc, on est obligé de passer par le primate. Et donc, on avait établi un modèle primate basé sur le singe cynomolgus. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en utilisant deux souches différentes de virus Lassa, la souche AV, on induisait une infection symptomatique avec des infections peu ou modérément sévères, et en tout cas tous les singes qui guérissaient spontanément de la maladie. Et au contraire, avec la souche Josia, qui est une souche de référence, en fait, qui appartient à un autre lignage que AV, on a cette fois-ci une infection vraiment très sévère et uniformément fatale dans les 2 semaines chez tous les animaux. Donc on avait suivi l'infection chez tous ces animaux, mais on avait aussi planifier des euthanasies programmées à différents temps après l'infection pour avoir accès à des échantillons biologiques au cours de différentes périodes, et notamment à J2 après l'infection pour avoir accès à la période d'incubation, à J5 après l'infection pour avoir une notion sur ce qui se passe au début de la période virémique, et puis évidemment à J11 chez les singes qui survivaient pour avoir vraiment une vision de ce qui se passe au pic de la maladie dans les 2 modèles. Alors les résultats qu'on avait obtenus à l'époque, déjà sur la dynamique de la réplication virale, c'est que finalement au début de la maladie, c'est un peu similaire entre les 2 virus. On voit qu'après une infection sous-cutanée, on a une réplication initiale dans le derme, donc une réplication locale. Et puis, dès 2 jours après l'infection, on voit les premières traces d'infection virale dans les sinus des ganglions lymphatiques drainants. Dans les 2 cas, c'est très très similaire avec AV et Josia. Donc le virus se réplique localement, puis il atteint par la circulation lymphatique le ganglion drainant. Et c'est là où va se passer vraiment le déclic ensuite. Donc à J2, vous voyez, pas grand-chose en termes de réplication. Ensuite, la charge virale va monter de manière très très importante chez les singes qui décèdent, alors qu'elle va être contrôlée plus rapidement chez les singes qui survivent. Alors à J5, on commence à avoir des différences entre les 2 virus, entre les 2 souches virales, puisque finalement, on s'aperçoit qu'il y a déjà beaucoup plus de réplication avec Josia à J5 qu'avec AV, notamment dans les organes comme le foie ou les reins.
On a vraiment des grosses différences. Et puis, on a des organes dans lesquels J5, on retrouve que Josia, mais pas le virus AV. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, la réplication de AV semble restreinte aux organes lymphoïdes secondaires. Vous pouvez le voir ici sur les images d'histologie. On voit que dans ces organes lymphoïdes secondaires, que ce soit la rate ou les ganglions lymphatiques, on n'a pas de différence entre ces deux virus. Alors que dans les organes périphériques, les choses sont très très différentes. Et notamment, vous voyez, à J11, au pic de la maladie, on a vraiment des charges virales qui sont, on va dire, systémiques dans tous les tissus pour Josia, ce qui n'est pas le cas d'AV. Donc voilà un peu les différences qu'on a observées. Ici, vous voyez, dans les organes non lymphoïdes, on voit vraiment que le virus Josia se réplique partout, dans le foie, les reins, les poumons, avec effectivement un rétrécissement massif des alvéoles, donc qui est consistant, enfin qui est en cohérence avec le syndrome de détresse respiratoire aiguë qu'on observe chez ces animaux. Dans le cerveau aussi, on a de l'infection virale dans les cellules endothéliales. Et puis, vous voyez qu'avec la souche AV, on n'a pas de virus dans ces tissus périphériques, peut-être à l'exception de quelques foyers d'infection dans le foie. Au niveau du tropisme de ces virus, dans le foie, on voit évidemment avec AV que seuls quelques monocytes macrophages sont infectés. Il y a une infiltration de cellules T et de macrophages avec AV et Josia. Par contre, avec Josia, dans le foie, vous voyez en vert le virus qui est partout dans tous les hépatocytes et avec une infiltration également massive de neutrophiles. Et dans le rein, c'est encore plus différent puisqu'on n'a absolument pas de traces d'infection par le virus AV dans le rein, à J11, toujours au pic de la maladie, alors qu'avec la souche Josia, on a une infection des cellules épithéliales et puis là encore une infiltration de macrophages, de cellules T et de neutrophiles. Si on regarde maintenant dans les poumons, eh bien on ne voit rien avec AV dans les poumons, on ne voit rien avec AV dans le cerveau en termes d'infiltration et d'infection, alors qu'avec Josia, on a là encore une infection dans ces deux tissus et puis une infiltration de macrophages, de cellules T et de neutrophiles. Et on voit dans le cerveau une intense activation de la microglie, donc qui est aussi là en cohérence avec les encéphalites et les signes neurologiques qu'on observe chez les animaux en phase terminale. Alors en termes de réponse inflammatoire, on a vu que l'infection fatale était accompagnée vraiment d'une tempête cytokinique chémokinique. Vous voyez ici les forts taux de cytokines inflammatoires, anti-inflammatoires de chémokine au cours de l'infection fatale, alors que au cours de l'infection non fatale, la réponse est plutôt bien équilibrée, bien maîtrisée. Et puis quand on regarde le profil transcriptomique dans différents tissus, et là ici sont présentés les poumons, on voit très bien qu'avec le virus Josia, on a vraiment une tempête cytokinique chémokinique qui est impliquée avec vraiment une réponse inflammatoire qui est très très exacerbée. Alors en termes de réponse adaptative, c'est important de regarder ça puisque bien sûr les animaux qui survivent le font grâce à leur système immunitaire et notamment grâce à la réponse T, parce que quand on voit la réponse humorale, on s'aperçoit finalement qu'il n'y a pas de différence entre les deux souches, quelle que soit l'issue. On a une réponse anticorps qui apparaît précocement et de manière assez intense et même peut-être plus précocement chez les singes qui décèdent, sans doute lié à la charge virale plus importante. Et donc, on n'a pas l'impression que ce soit sur la réponse humorale que la différence se fasse, d'autant qu'il n'y a pas d'anticorps neutralisants dans les deux cas. Et quand on regarde la réponse T, on s'aperçoit que là, on voit des différences, puisqu'on a de la prolifération de CD4, CD8. Au cours de l'infection non fatale, on a une induction de cellules cytotoxiques, alors qu'au cours de l'infection fatale, on ne voit pas du tout ce type d'activation. Donc, on a l'impression que les réponses T au cours de l'infection fatale ne sont pas induites. Si on s'intéresse maintenant à ce qui se passe en termes de circulation des cellules, on voit une lymphopénie transitoire qui est observée dans les deux cas, mais qui se restaure assez rapidement au cours de l'infection non fatale, avec même une lymphocytose au moment du contrôle de l'infection. Et puis, on a une apoptose massive des lymphocytes T qui circulent. Vous voyez que chez les animaux qui décèdent, on a presque la moitié des lymphocytes circulants qui sont apoptotiques au bout d'une semaine après l'infection, ce qui n'est pas le cas au cours de l'infection non fatale. Et puis enfin, quand on regarde l'expression d'un marqueur souvent associé à l'immunosuppression, à l'énergie, PD-1, par les cellules T circulantes, on s'aperçoit qu'on a un plus fort taux de lymphocytes T qui expriment ce marqueur. Donc ça suggère peut-être qu'il y a de l'énergie des lymphocytes T au cours de l'infection fatale. Alors, c'est là où on en était au moment du démarrage du projet COPAFLICT. Donc, le COPAFLICT, c'est un projet qui se base justement sur ces résultats préliminaires, qui se base sur les échantillons biologiques générés au cours de ce premier projet. Donc, on n'a pas de nouvelles infections à faire. On part vraiment sur du matériel rétrospectif. C'est ça qui est aussi intéressant.
On veut valider les hypothèses qui ont été levées suite à la précédente étude. Donc, est-ce que la réponse inflammatoire excessive, est-ce que l'infiltration de cellules immunitaires est à l'origine de la défense multiviscérale et de la mort chez les animaux? Est-ce qu'il existe des mécanismes immunitaires qui mènent à la suppression de la réponse lymphocytaire T spécifique au cours de l'infection fatale, puisque l'on sait que pour contrôler l'infection par l'ASA, on a besoin des cellules T. Et puis aussi, on s'intéresse au diagnostic précoce et au pronostic grâce à l'étude de marqueurs solubles qui pourraient être utilisés pour diagnostiquer précocement cette infection. Et puis enfin, on essaye de voir si l'évolution vers la mort ou le contrôle, enfin en gros le déclic qui fait que l'issue va s'orienter vers une issue favorable ou défavorable, eh bien ça se passe vraiment comme on l'a suggéré dans les organes lymphoïdes secondaires très tôt après l'infection. Donc pour travailler notamment à l'UBIV, bien, il y a Laura Soyer qui a été recrutée grâce à une bourse PhD obtenue sur ce projet. Et puis on est sur un consortium, vous voyez, qui contient 5 partenaires. Donc on a mon équipe à Lyon, on a l'équipe du CEA à Marcoule de Jean Armango pour toute la partie protéomique, on a l'équipe de Joël Lachuer à Lyon également, profil expert pour la partie transcriptomique. On a le hub de bioinformatique de Pasteur pour toute la partie analyse de données et statistiques. Et puis, on a le pôle de coordination de la recherche clinique de Pasteur également pour la partie qui concerne l'essai, enfin la recherche clinique qu'on mène dans ce projet également, je vous présenterai après. Et puis, on a le consortium Intégrate, qui est un consortium, je n'aurai pas le temps de le décrire aujourd'hui, mais qui travaille au Nigeria sur des patients LASA, qui n'est pas partenaire, mais qui va nous permettre de réaliser l'étude clinique qu'on a envisagée. Alors les work packages qu'on a définis, c'est donc effectivement de comprendre la pathogénèse de l'infection sévère ou non sévère chez le singe, les mécanismes impliqués dans le contrôle, mais aussi de corréler ça à les données qu'on va pouvoir obtenir chez l'homme pour vraiment valider le modèle. Et puis, comme je le disais, d'identifier des marqueurs biologiques précoces qui pourront être utiles ensuite pour gérer ce type d'infection. Alors, on l'a vu, hein, les organes lymphoïdes secondaires sont centraux dans la dissémination de l'ASA Josia. Et on voit ici qu'il y a une dynamique qui est intéressante, puisqu'à J5, dans les organes lymphoïdes secondaires, dans les ganglions lymphatiques, on voit que le tropisme est principalement focalisé sur les macrophages qui sont infectés ici en vert, hein, avec le virus en rouge. Et puis, alors que quand on regarde plus tardivement à J11, c'est plutôt les cellules endothéliales à droite qui sont affectées, le CD31 en vert ici. Donc voilà, le tropisme évolue au cours de la cinétique et on voit ici à J11 que le ganglion est complètement déstructuré au pic de l'infection. Donc il se passe vraiment des choses importantes pour la pathologie dans cet organe. Alors, je vous parlais de la réponse T. Donc on avait suggéré qu'il y avait un problème de réponse T chez les singes qui décédaient. On l'a validé en fait en regardant la réponse T spécifique du virus Lassa. Donc pour ça, on a pris des PBMC, on a pris des splénocytes, des cellules de ganglion lymphatiques et puis on les a stimulés avec des peptides qui couvrait la séquence de la GP et de la NP de l'ASA. Et vous voyez clairement en bleu qu'on a une induction de cellules CD4, CD8+, spécifiques du virus, notamment dans la circulation, mais aussi dans les ganglions lymphatiques et la rate, au cours de l'infection, contre la GP, contre la NP. Et on ne voit pas cette réponse au cours de l'infection fatale. Donc on confirme effectivement qu'il y a une grosse différence entre les deux types d'infections en termes de réponse T spécifique. Alors, il n'y a pas de réponse T chez les singes qui décèdent. Est-ce que la réponse T, elle n'est pas induite? Est-ce qu'elle est supprimée? Donc, on a ensuite focalisé nos études là-dessus, sur l'induction de mécanismes immunosuppresseurs. On a d'abord regardé quel était le tropisme du virus dans les organes lymphoïdes secondaires. Et ici, vous voyez, dans un ganglion, on voit très bien une différence à J5 entre Josia et AV. On voit que dans les singes infectés par Josia, on a un tropisme privilégié pour des macrophages immunorégulateurs, donc immunosuppresseurs, et puis pour les cellules dendritiques, ce qu'on ne voit pas au cours de l'infection avec AV, puisque le tropisme n'évolue pas avec AV, alors qu'avec Josia, J5, il y a vraiment une grosse différence. Donc, premier élément, on a vraiment un tropisme différent à J5, et notamment un tropisme pour des cellules qui pourraient être impliquées dans de la suppression. Si on regarde le profil transcriptomique dans ces organes, dans différents tissus, on voit très bien qu'on a induction au pic de la maladie chez les singes décédés de profils immunosuppresseurs, donc ce sont des gènes-7 corrélés à l'immunosuppression, des gènes-7 corrélés à la voie PD1, PDL1, qui est une voie très importante pour l'immunosuppression. Donc on a vraiment induction de ces voies, donc c'est encore un argument pour plaider pour l'immunosuppression. Et puis en bas, on a l'induction de gènes qui sont en général observés au cours de phénomènes d'immunosuppression. Alors, quand on parle d'immunosuppression, on parle de cellules suppressives dérivées
de la lignée myéloïde, donc les MDSC. Donc on a regardé si ces cellules étaient induites au cours de l'infection. C'était très bien décrit dans le cancer, dans les infections virales chroniques, un peu moins dans les infections virales aiguës. On a néanmoins regardé et on a commencé par doser le PD-L1 soluble, qui est un marqueur en général d'activation de ce type de cellules. Et vous voyez que au cours de l'infection fatale, on a vraiment au pic de la maladie des taux élevés de ce médiateur qui circule. Donc ça suggère effectivement l'induction de cellules immunosuppressives. Et puis on a aussi pu corréler la sévérité à de la calprotectine soluble, qui est là un marqueur d'activation des neutrophiles. Alors, on a regardé dans la circulation si on pouvait mettre en évidence des MDSC. Alors déjà, ce qu'on observe, c'est qu'on a une baisse en haut à gauche du nombre de monocytes circulants au cours de l'infection fatale. Et parallèlement à ça, on a une augmentation chez ces monocytes circulants de l'expression de PD-1, donc potentiellement des monocytes suppresseurs. Et puis, quand on regarde au cours de l'infection fatale, on a effectivement induction de MDSC dérivés de la lignée monocytaire et de MDSC dérivés de la lignée granulocytes, polymorphonucléaire 16, donc les PMN MDSC, vous voyez qu'ils sont très fortement induits au pic de la maladie au cours de l'infection fatale. Voilà, on a aussi effectivement une grande proportion de ces PMN MDSC qui expriment PD-L1, donc on a vraiment potentiellement dans la circulation l'induction de MDSC et de la fonctionnalité dans ces fonctions-là. On a regardé également dans les tissus, s'il y avait ça, dans les tissus lymphoïdes. Tout d'abord, ici, vous avez un ganglion et on peut voir la même chose, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de l'expression de PD-L1 par les monocytes MDSC, en fait, les HLA-DR-. Donc, c'est vraiment très net. On a également pu mettre en évidence ce qu'on avait vu dans le sang, c'est-à-dire une augmentation de l'expression de PD-1 par les lymphocytes dans ces tissus. Et grâce à une analyse d'image, on a pu quantifier le nombre d'interactions entre les cellules PD-L1 positives et les cellules PD-1 positives, donc vraiment montrer la fonctionnalité de cette voie PD-1, PD-L1. Et vous pouvez voir sur le graphe à droite en haut qu'on a vraiment une augmentation significative du nombre d'interactions immunosuppressives J11 chez les singes osiers. Donc on a vraiment clairement démontré que cette voie était active et qu'elle était fonctionnelle au cours de l'infection fatale. Alors, on a démontré la même chose dans les tissus non lymphoïdes. Ici, vous avez l'exemple de l'intestin ou des poumons. Et on peut voir là aussi l'augmentation de l'expression de PD-L1 par les macrophages présents dans ces tissus. Et ça a été quantifié à droite. Donc, on a vraiment une augmentation des MDSC qui expriment PD-L1 dans les organes lymphoïdes, non lymphoïdes et aussi dans la circulation. Donc, il semblerait que ce soit une voie vraiment massivement impliquée dans l'issue fatale. Pardon. Au-delà de cette interaction PD-1-PD-L1, on en a une autre, et des MDSC, il y a une autre voie potentielle d'immunosuppression qui a été mise en évidence au cours de l'infection fatale, c'est le problème du réseau stromal des organes lymphoïdes secondaires. Ici, vous voyez, dans les organes lymphoïdes secondaires, dans les ganglions, on a un réseau de cellules fibroblastiques réticulées qui forment vraiment l'architecture du ganglion. Vous voyez que dans le singe AV à J11, on a en vert ce réseau de FRC qui est bien maintenu, qui est normal. Et alors, avec Josia, c'est complètement différent puisqu'on a une déstructuration totale, une disparition de ce réseau. Et conjointement à ça, on a une expression massive de PD-L1 par ces cellules FRC. Comme vous pouvez le voir, ça a été quantifié également dans les graphiques qui sont ici. Et on peut voir aussi que parmi ces cellules PD-L1 positives, eh bien, on a massivement des cellules infectées préférentiellement. Donc, on aurait aussi potentiellement ces cellules FRC qui pourraient être impliquées dans l'immunosuppression. Et on a pu montrer in vitro que le tropisme du virus pour ces cellules était bien présent et que ça induisait l'expression de PD-L1 et de CCL2, qui est une chemokine qui attire les neutrophiles. Donc voilà, un petit schéma récapitulatif de là où on en est aujourd'hui. Donc après l'infection dans le derme J2, on a une entrée dans le ganglion drainant, réplication dans les deux cas. Et puis, pour les singes qui vont contrôler, on va avoir induction de réponse T spécifique, contrôle du virus, et puis clairance virale, guérison. Alors que chez les singes qui vont décéder, on va avoir une absence de contrôle précoce, une réplication systémique, une dissémination dans les organes non lymphoïdes, un relargage massif de PIMPs, notamment d'ARN viraux, et puis on va avoir cette tempête cytokinique, chémokinique qui va se mettre en place parallèlement à l'induction de MDSC
de la destruction du réseau stromal des organes lymphoïdes secondaires, et puis l'absence de réponse T. Ça va aboutir à un sepsis viral et puis à la défaillance multiviscérale. Mais ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'effectivement, c'était là, dans cette fameuse fenêtre entre J2 et J5, que tout se passait, et que l'orientation vers une issue fatale ou non fatale allait arriver. Donc aujourd'hui, pour la seconde partie de ce PEPR, maintenant on va se focaliser sur cette partie-là pour essayer d'identifier les mécanismes qui sont responsables du contrôle dans un sens et de la dissémination systémique et de la maladie fatale dans l'autre cas, grâce à des techniques telles que la microdissection laser capture. Vous voyez, grâce à cette technique, on peut découper des morceaux de lame FFPE en fonction de marquages différents, et donc on peut avoir une idée transcriptomique, protéomique de ce qui se passe par rapport à certaines sous-populations cellulaires ou par rapport à des cellules infectées, non infectées. On va avoir accès à des échantillons humains de patients infectés au Nigeria. Et dans ces échantillons, on va pouvoir analyser des médiateurs solubles grâce à la spectrométrie de masse, des profils transcriptomiques dans les PBMC, et on va pouvoir effectivement du coup caractériser les paramètres immunitaires qui sont associés avec l'issue et la sévérité, et parallèlement à ça, on va dire confirmer ce qu'on avait précédemment trouvé chez les primates, c'est-à-dire des marqueurs précoces d'infection ou de pronostic de sévérité. Ce qu'on avait fait dans l'étude préliminaire chez les primates, c'est qu'on a été capable de mettre en évidence des gensets qui nous permettaient, dès J2 après l'infection, de pronostiquer l'infection et de pronostiquer son issue. Donc on va essayer de faire la même chose chez l'homme et de valider ça grâce aux échantillons de singes. Et puis voilà, diapo de remerciement classique. Je remercie bien sûr le laboratoire P4 et notamment Hervé, qui était directeur du P4 à l'époque où l'étude primate a été réalisée. Un grand merci pour ton soutien à ce moment-là. Et puis l'équipe UBIV et puis tous les partenaires qui sont impliqués. Puis bien sûr les bailleurs, l'ANR, la DGA et bien sûr NRSMIE et France 2030. Et vous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Alors, moi, je vais peut-être commencer. Donc, du coup, tu as beaucoup présenté les données animales et je trouve que c'est passionnant. Tu as dit qu'il va y avoir le deuxième objectif, c'est chez l'homme. Donc, les patients... Alors, à la fin, tu as dit, c'est les patients de Nigeria. Alors, combien de patients... Sur combien de patients vous envisagez le faire? Comment vous allez faire avec des échantillons? Est-ce que vous allez faire venir les échantillons? Est-ce que vous allez faire des choses sur place? Okay. Effectivement, j'en ai pas parlé parce que c'est en cours de mise en place. En fait, ça a été très très long de mettre en place toute la documentation et tous les accords, parce qu'en fait, c'est un essai, une recherche clinique qui s'imbrique dans un essai clinique qui existe, le projet Intégrate. Et donc, on s'intègre là-dedans, mais le projet Intégrate est en cours de finalisation aussi. Donc, ça a pris un petit peu de retard, mais on va inclure les premiers patients normalement avant la fin de l'année. Donc, l'idée, c'est de faire une inclusion de patients en fonction des thérapeutiques expérimentales qu'ils vont recevoir dans le cadre d'Intégrate. Donc, on aura des groupes de patients traités par différentes thérapeutiques, soit dexaméthasone ou des antiviraux. Et nous, on va avoir accès à ces patients à J0, et puis avec 2 autres temps, on va prélever du sang. Donc, on aura un point à l'inclusion qui va nous permettre de retravailler sur la réponse, on va dire, en dehors du traitement. Et puis ensuite, on pourra regarder ce qui se passe après le traitement. Et donc, les groupes, ce seront des groupes de une quarantaine de patients par bras. Parce qu'en fait, si on veut comparer infection fatale, non fatale, on doit prendre en compte évidemment le taux de létalité qui est de l'ordre de 15%. Donc, on a besoin de 40 patients pour avoir suffisamment de patients qui vont malheureusement décéder. Donc, c'est en cours. Les échantillons vont être rapatriés en France et travailler effectivement au P4 pour faire de la spectrométrie de masse à Marcoule et puis du NGS sur les PBMC. Alors pour que tout le monde sache, en fait, on a un partenariat avec le Nigeria, qui est un peu l'épicentre de l'épidémie de Lassa. C'est un projet financé par l'ANRS et le DCTP. La première étude clinique, c'est vraiment unique au monde, parce que c'est là-bas que se situent tous les cas de Lassa. Il y a tous les ans, maintenant, des épidémies de Lassa dans cette zone-là où on ne peut pas y aller d'ailleurs facilement. Il faut 3 jours pour y aller parce qu'il faut escorter et tout ça. Et du coup, ils ont commencé une étude. Donc, c'est Marie Jaspard et côté français, il y a les Allemands, il y a les Nigérians.
Et en fait, ils ont commencé à évaluer le dexaméthasone d'abord et après un nouveau antiviral depuis 15 jours, je crois. En plus de la ribavine, dont personne ne sait si c'est efficace ou pas, mais où personne ne peut ne pas prescrire. Donc on ne sait pas du tout si ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle sur, Et alors après... Ah oui, vas-y Marc. Non mais... Je n'ai pas bien vu sur... Oui, il parle fort, tout le monde entend. Pardon. Est-ce qu'il y a une chronicité de la réponse aux interférons chez les macaques qui sont infectés par la souche la plus virulente par rapport aux autres? J'ai l'impression que oui. Mais oui, en fait, c'est ça. Le problème, c'est que la réponse interféron, elle perdure pendant toute l'infection et donc ça devient délétère, en fait. Nous, dans d'autres infections, le SARS-CoV-2 ou l'influenza, on se rend compte que la cinétique et la chronicité de la réponse interféron peut être délétère. Il y a un papier de Ronald Germain aussi qui montre que si on combine des antiviraux... avec des immunorégulateurs, en particulier des antiviraux avec une diminution, en ciblant une inhibition de la réponse interféron, ça peut être bénéfique. Là, si j'ai bien compris, il y a un bras avec des antiviraux et un bras avec de la dexaméthasone. Il n'y a pas de bras qui combinent des antiviraux avec des immunorégulateurs? Pour l'instant, non, mais je pense que en fait, le projet Intégrate, c'est un projet dans lequel ils peuvent rajouter des bras au fil de l'eau. Donc là, pour l'instant, c'est les premiers bras. Mais effectivement, c'est comme pour le sepsis, c'est très compliqué de gérer la thérapeutique entre les antiviraux qui sont actifs à un moment, ensuite l'action sur la réponse immune. C'est aussi un des objectifs du projet Copaflix, c'est de comprendre si des interventions sur le système immunitaire, des immunomodulateurs pourraient être utiles, notamment la voie PD-1, PD-L1, ou au contraire des molécules qui seraient là pour inhiber la réponse inflammatoire. Mais c'est compliqué parce qu'on a besoin des deux finalement. La réponse inflammatoire elle est quand même utile dans le contrôle. Ok, très bien. Donc je pense qu'on va passer... Juste un truc, Sylvain, un peu pour tout le monde. Je pense qu'il faut faire vraiment très attention avec l'exportation ou l'importation des prélèvements des pays du Sud. Le monde est en train de changer. Ça devient très touchy. Et je pense qu'il faut faire le plus de choses sur place et former les gens sur place. Et l'idée de maintenant, ce qu'on faisait il y a 25 ans, d'amener des échantillons, faire tout, c'est fini. Et je pense que ça, il faut vraiment... Alors, on ne peut pas tout faire, mais il faut vraiment que ça chemine dans la tête de tout le monde, parce que le monde est aujourd'hui différent. Et je pense que c'est important de le dire. Et on va, nous, à l'agence, vraiment travailler dans ce sens-là. Et je pense que tout le monde... Je le dis parce que c'est un sujet général, c'est pas que toi... Et vraiment, c'est important. Et par ailleurs, chaque fois qu'on met et qu'on associe des chercheurs du Sud, de les citer, de les nommer, de les mettre en avant. Et le temps où on faisait des études dans les pays du Sud en mettant première, dernière, avant-dernière, deuxième auteur Nord, c'est terminé ça aussi. Je voulais juste le dire. Merci beaucoup. C'est pas pour toi, hein, en fait. Hein. Alors, le NIPA était très présent aussi dans les PEPR. Et donc, on va avoir une présentation sur le NIPA, qui était dans le volet 2, qui était les innovations, NIPA-LISA, avec donc Pierre-Olivier Vidalin, CNRS Syrie, et Cyril Mathieu, CRCN, CNRS. Alors, c'est toi qui commences. Vas-y. Okay. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir vous parler aujourd'hui, d'autant plus qu'on parle de Nipah. C'est un virus sur lequel je travaille depuis 20 ans bientôt. Donc là, ça commence à faire un paquet d'années, effectivement, pour un virus qui est finalement pas si vieux que ça. Alors, la raison... Eh bien là justement, ça a émergé il y a 25 ans, un peu plus maintenant. Donc dans les années, fin des années 90 en Malaisie, c'est un virus qui a émergé. Alors si vous avez eu l'occasion de voir le film Contagion, c'est effectivement ce virus dont on parle dans le film Contagion. Alors tout ne se passe pas exactement comme dans ce film, mais on a bien un virus qui est porté par des chauves-souris frugivores, qui sont assez mignonnes, on appelle ça des roussettes.
géantes ou simplement des renards volants. Hein, ça ressemble à un petit renard, à la différence que l'envergure de l'animal fait 1m30, 1m40 quand même, hein, donc c'est quand même pas tout petit. Donc on a des animaux frugivores, on va avoir des émergences qui sont régulières depuis cette émergence originelle. En gros, chaque année, on va retrouver sporadiquement du virus qui émerge au Bangladesh, en Inde, aux Philippines. On l'a eu initialement en Malaisie, à Singapour. Voilà. Donc son cousin, Endra, va lui plutôt émerger en Australie pour compléter le panel de ces virus Nipah, si je peux le dire au pluriel. Ces virus, ils vont provoquer principalement des syndromes respiratoires aigus et des encéphalites virales. Alors on ne l'a pas mis ici, il y a aussi une vascularite généralisée qui est observée chez tous les individus infectés. Alors ce qui nous fait peur avec ce virus Nipah, c'est qu'il est capable d'infecter un très large panel de mammifères parce que son récepteur est extrêmement conservé, en fait. Et à l'exception de quelques animaux comme la chauve-souris qui peut être porteur sans être malade a priori, j'ai bien a priori parce qu'on ne va jamais voir les animaux morts, on va toujours voir que ceux qui sont vivants ou qu'on a infectés nous d'une manière pas classique, le virus Nipah est capable d'infecter beaucoup d'animaux, dont nos animaux domestiques et ceux qui servent à notre alimentation. Alors la transmission interhumaine est reconnue également pour certaines de ces souches. On le suspecte pour la souche initiale, mais elle n'a pas été confirmée pour l'instant. Évidemment, on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin contre l'infection par ce virus Nipah. C'est un virus classé 4 et j'ai eu l'occasion de travailler dessus toutes ces années, d'abord grâce à notre ami Hervé qui est ici. Merci beaucoup Hervé pour ce que tu m'as permis de faire il y a quelques années. Et puis maintenant Vincent Lotto qui dirige le P4. Alors évidemment, c'est un virus qui est classé prioritaire, vous l'avez vu tout à l'heure. Il est sur la liste principale Blueprint de la WHO. Un risque bioterrorisme, alors potentiel, néanmoins, c'est un virus qui tue vraiment beaucoup. Alors est-ce que c'est le meilleur agent pour ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, on l'a régulièrement sur le tapis pour le risque bioterrorisme. Ce virus, c'est un virus ARN négatif. Alors on va retrouver beaucoup de virus très dangereux dans ces virus ARN négatifs. Et plus particulièrement, ici, on va être face à un paramyxoviridé. C'est une famille qui est très connue. C'est en gros, en nombre, la famille qui comporte le plus de virus respiratoires après les influenzae, en fait. Et qui vont être capables de provoquer également des encéphalites virales. On va retrouver la rougeole, qui est le plus contagieux, que vous connaissez, qui est très facile à ingénierer, qu'on pourrait modifier très facilement pour échapper au vaccin. Et puis le virus HPIV3, vous avez vu tout à l'heure, en fait, qui est classé également dans les priorités maintenant, parce que c'est un virus qui est très pathogène, de plus en plus pathogène chez les jeunes enfants. Voilà, donc on va retrouver ces 3 virus qui sont partie intégrante du projet dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit, les approches qui ont été développées jusqu'ici, qui étaient des approches qui allaient cibler principalement soit l'entrée d'un côté, soit directement les polymérases ou stimuler la réponse interféron, finalement n'ont pas marché jusqu'ici. Elles n'ont pas fait preuve de concept, elles n'ont pas été extrêmement efficaces, ou pour l'instant n'ont pas encore atteint le niveau suffisant de maturité pour montrer une efficacité et une application chez l'homme. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent vraiment très bien dessus et qui vont pouvoir peut-être un jour faire quelque chose de combinable, je l'espère, avec ce qu'on fait en tout cas aujourd'hui. On manque d'approche thérapeutique, évidemment, et d'options en cas d'émergence. On ne sait pas trop ce qu'on pourra faire. Il y a des anticorps qui traînent pour l'instant, mais ce n'est pas évident. Les risques de granulomes sont connus, les risques secondaires sont très connus. Et donc, on a besoin d'avoir des approches qui vont être très transversales, très orthogonales à ce qui a été fait jusqu'ici, très disruptives pour pouvoir avoir quelque chose d'innovant. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec notre consortium. On a essayé de monter un consortium très structurant, très multidisciplinaire pour essayer d'avoir des approches multiples et vraiment arriver à la fin à quelque chose qui pourrait être l'ébauche d'un traitement plus tard. Donc l'objectif ici, c'était d'essayer de regrouper des gens spécialistes en virologie, spécialistes en biochimie structurale, en chimie médicinale, en développement de drogue, évidemment en outils pharmaceutiques et en administration pharmaceutique, mais pas seulement. L'idée, c'était également d'essayer de mieux comprendre comment communiquer avec le grand public, et pour ça, on a fait rentrer des gens de Sciences Po avec nous pour la communication, et notamment les SHS, la communication et l'acceptabilité des traitements qu'on pourrait proposer en cas d'émergence. Est-ce que les gens sont prêts ou non à prendre ces choses-là s'il y avait un problème? Et ça, c'est pas toujours évident de savoir comment communiquer là-dessus. Alors, le projet, il est également structurant à l'échelle nationale, parce qu'on est très répartis finalement.
On va avoir des gens qui vont être sur Marseille, des gens sur Lyon, Mustapha qui nous aide sur Tours, vous l'avez vu tout à l'heure parler, et puis des gens qui vont être sur Paris avec Sciences Po, et évidemment le plateau de Saclay, avec les gens de Biosys notamment. Alors, d'un point de vue scientifique, l'idée, c'est de travailler sur les paramyxoviridés. Alors, tous les paramyxoviridés se ressemblent, mais ils ne sont pas pareils. En réalité, ils sont très conservés au niveau du schéma du génome. Mais en fait, ce qui va nous intéresser le plus, c'est ce qui est le plus conservé. C'est ce qui va être l'élément qui va être dans la cellule, qui va se répliquer et qui va monter ce qu'on appelle une usine virale. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un génome qui va être encapsidé dans une nucléoprotéine sur laquelle va marcher une polymérase qui est composée de 2 éléments, un cofacteur de polymérase et un corps catalytique de cette polymérase qu'on appelle L. Voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est que ces éléments vont faire partie intégrante de cette usine virale qui va être le site de réplication majeur du virus. Et dans cette usine virale, il y a des éléments qu'on ne connaît pas, qui sont mal caractérisés pour l'instant et qui vont être composés notamment d'éléments cellulaires comme des éléments protéiques et des acides nucléiques. Alors, tout va être fait pour que le virus puisse en quelque sorte s'isoler du reste de la cellule et au mieux se répliquer. Notre idée, évidemment, c'est d'essayer d'interférer avec tout ça. Alors, l'idée, c'était que je vous montre une vidéo, mais a priori, la vidéo ne fonctionne pas. Malheureusement, je m'excuse de tout ça. En fait, depuis toutes ces années, on fait beaucoup de génétique inverse à Lyon, et en l'occurrence dans mon équipe. Et on a monté des reverses génétiques qui nous permettent de suivre en temps réel les éléments qui constituent cette usine virale, ou en tout cas le corps ribonucléoprotéique que vous avez vu tout à l'heure, soit en associant une protéine fluorescente à la polymérase elle-même, soit à la nucléoprotéine. C'est des virus qui peuvent se répliquer, c'est des virus où on va voir se développer les usines virales, et ce qui en sort, on pourra le suivre en temps réel également. Donc ça nous permet de mieux caractériser. Alors je vous montre ici avec rougeole parce que c'est vraiment quelque chose de très facile à faire. Évidemment, on l'a fait également avec le virus Nipah, on est en train de le finir avec HPV. Alors, l'idée de tout ça, c'est qu'en fait, ces protéines, finalement, elles vont rentrer dans la cellule. Le virus va être libéré dans la cellule avec cet ARN génomique qui va être enroulé, empaqueté dans cette nucléoprotéine et sur lequel on va retrouver ces autres éléments. Va commencer à se répliquer, produire de nouvelles protéines qui vont augmenter en densité dans un endroit spécifique de la cellule, au sein du cytoplasme. Et en fait, cette augmentation de densité va provoquer ce qu'on appelle une transition de phase liquide-liquide, qui va être simplement une goutte qui va se former au milieu du cytoplasme. Une goutte liquide au milieu d'un autre liquide, un peu à la manière de ce que vous pourrez observer avec du vinaigre simplement dans de l'huile. Quand on fait notre vinaigrette. Alors je vous laisse vraiment simplifier. Ici, on est vraiment dans des phases aqueuses. On n'est pas dans des phases liquides aqueuses, mais ça marche sur le même système. Ce type de stratégie, en fait, a déjà été mis en évidence et beaucoup caractérisé par 2 groupes avant nous, notamment. Le groupe de Marianne Remex et le groupe de Marie Gallou, qui est dans la salle et qui saura beaucoup mieux vous en parler que moi. Et notamment, elles ont montré avec le virus RSV que essayer de cibler ces usines virales, soit en les déstructurant, soit en les stabilisant, va permettre d'avoir un effet antiviral, même caractérisé in vivo ici en l'occurrence avec RSV. Alors d'autres groupes ont repris depuis et ont montré que ce type de stratégie pouvait également fonctionner avec les virus de la grippe A. Alors l'idée ici, évidemment, est d'essayer de faire une preuve de concept et d'essayer d'aller plus loin, voir si on pouvait transposer ça à nos paramyxovirus, qui sont très très proches de ce virus RSV. Et donc, dans notre cas, c'est un petit peu plus simple que ce qui se passe avec le virus RSV, c'est que l'élément minimum pour pouvoir faire cette transition de phase liquide repose sur 2 protéines, la nucléoprotéine qui va venir impacter notre génome, et le cofacteur de la polymérase qui permet à la polymérase de marcher dessus. Et en fait, tout va reposer sur une petite interaction que vous retrouvez là-bas au bout, en rouge, donc l'end-tail, donc la queue qui va être exposée de notre nucléoprotéine sur laquelle va venir se fixer l'élément XD de la P et permettre cette interaction et permettre cette transition de phase. Donc l'idée qu'on a ici, c'est d'essayer de monter un nouveau système de traitement qui va reposer sur 2 types d'outils. Des outils qui vont être des antiviraux à action directe, qui vont essayer de cibler directement cette interaction, soit en l'empêchant, soit en la stabilisant. Et donc ça, Pierre-Olivier vous en parlera tout à l'heure. Mais l'idée, c'est d'essayer de combiner ça à d'autres approches qui vont être des approches qui ciblent l'autre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne connaît pas tous les éléments qui sont dans l'usine virale. Beaucoup impactent ce qui se passe dans l'autre. Et on a déjà quelques candidats dont on pense qu'ils pourraient avoir un effet parce qu'ils sont capables de modifier
l'allure, l'apparence de ces usines virales. Donc l'idée, c'est d'essayer de combiner tout ça à la fin. Évidemment, trouver des formulations pour pouvoir faire éventuellement des spray poudres qui pourraient être délivrés aux patients en voie aérosol. Trouver une combinaison majeure qui soit vraiment efficace pour aller la valider in vivo dans le modèle hamster, qui est le modèle de référence pour pouvoir travailler dans le laboratoire P4 contre le virus Nipah. Et puis, partant de là, une fois qu'on aura découvert des éléments qui marchent vraiment ensemble, aller interroger le grand public pour savoir comment disséminer l'information, qu'on a éventuellement découvert quelque chose d'intéressant et voir comment eux seraient prêts à le prendre et sous quelle forme. Est-ce qu'ils accepteraient un spray poudre? Est-ce qu'ils préféreraient une solution injectable? Quelle sera l'acceptabilité de tout ça? Pierre-Olivier, je te laisse la place. Merci Cyril. Donc en quelques diapos, je vais vous présenter les résultats qu'on a pu obtenir jusqu'à présent. Vous allez le voir, on développe à la fois des méthodes pour l'identification de molécules tête de série et puis on essaye en même temps de développer ces molécules tête de série. Il faut à la fois forger les outils pour trouver des molécules actives et puis en même temps cribler. La première équipe, c'est celle de Sonia Longhi à Marseille qui en fait coordonne ce programme et ne pouvait pas malheureusement être là aujourd'hui. Et son équipe a mis au point une technique de polarisation de fluorescence qui permet donc de détecter l'interaction entre ce peptide N-tail et le domaine XD. Et avec ce test, plus de 10 000 composés, une chimiothèque française a pu être criblée. Et vous voyez que 8 têtes de série inhibitrices de l'interaction et 12 stabilisateurs ont pu être identifiés sur laquelle on travaille actuellement. Par ailleurs, la même approche a également permis, à partir du peptide N-tail, de trouver une séquence minimum qui sert en fait de squelette pour le développement de peptides agrafés qui, à terme, pourraient également devenir des inhibiteurs de cette interaction cible. L'équipe de Sonia a également produit sous forme recombinante le domaine XD pour parainfluenza 3 et également pour Nipah. Et après pas mal d'étapes de caractérisation, que la conformation était bonne, la pureté était bonne. Ces protéines ont été envoyées au Structural Genomics Consortium, qui est une grosse initiative internationale, où elles vont être utilisées pour cribler une autre chimiothèque de 14 000 molécules par purification d'affinité et spectrométrie de masse. L'équipe de Mustapha Sitar à Tours, par ailleurs, a mis au point une méthode de production de cellules épithéliales pulmonaires humaines d'origine bronchique, donc qui sont différenciées, cultivées à l'interface air liquide et qui va pouvoir être utilisée par la suite pour tester l'efficacité des molécules dans un modèle et en particulier pour le parainfluenza 3. D'autres modèles ont également été développés pour tester les molécules et en particulier donc au CIRI à Lyon, toujours en collaboration avec le CEPR de Tours. Nous avons mis au point une méthode de culture de tissus pulmonaires humains, donc à partir de résection de patients opérés parce qu'ils ont des tumeurs pulmonaires. On réalise des carottes, des coupes de tissus et vous voyez que ces fragments sont cultivés à l'interface air liquide. Il est possible ensuite de les infecter par Nipah, par parainfluenza 3 ou la grippe. Et vous voyez en bas l'efficacité d'une de nos têtes de série, la molécule NX1, pour laquelle nous avons également des analogues, je vais en reparler dans quelques instants, qui ont été testés aussi dans des modèles cellulaires avec une efficacité accrue par rapport à la molécule initiale. Et donc maintenant, nous testons ces analogues sur les coupes de poumons humains infectés par rougeole, Nipah et parainfluenza 3. Donc parmi les approches dont Cyril vous a parlé, il y a à la fois une approche ciblée sur l'interaction N-tail-XD, une autre approche que nous développons, c'est de cibler l'hôte et en particulier le métabolisme de l'hôte. Et je voulais juste vous signaler ce travail qui vient d'être publié, qui a été initié dans le cadre d'une ANR Astrid et puis qui s'est poursuivi dans le cadre du PEPR-MIE, où nous avons, suite au criblage d'une chimiothèque de 500 modulateurs métaboliques, identifié des composés qui sont utilisés en clinique pour activer la réponse à l'hypoxie dans les cas d'anémie, comme le molidustat. Eh bien, ces molécules ont un effet antiviral sur les paramyxoviridés. Vous voyez à droite des coupes de cervelets de hamsters infectés par Nipah
et traité avec le molidustat, où on voit une diminution de la réplication virale. Et donc ça peut être combiné avec des traitements qui ciblent le virus. Là, la stratégie étant, vous l'aurez compris, de cibler l'hôte. Dans l'équipe Ociri, nous avons également mis au point une technique de complémentation de luminescence, donc à partir de 2 fragments d'une luciférase fusionnée au domaine N-tail et au domaine XD de la phosphoprotéine, il est possible de détecter dans des cellules, cette fois-ci l'interaction, et donc de cribler des chimiothèques. Et là, 500 modulateurs métaboliques ont été criblés. Nous avons 4 hits sur lesquels nous travaillons actuellement. Et puis, il aurait dû y avoir une image, un film en fait, de microscopie confocale où on peut visualiser aussi ces usines virales en 3 dimensions, calculer leur volume, leur sphéricité et ainsi avoir une idée de l'efficacité des drogues. Alors, le partenaire de l'équipe Biosys, dirigé par Thapa Duong, lui a une approche beaucoup plus in silico, computationnelle, où à partir du domaine XD, ils ont à la fois criblé des librairies de composés, mais également designé des peptides cycliques qui doivent se fixer sur le domaine XD et empêcher l'interaction avec Intel. Alors malheureusement, pour l'instant, ce que nous avons testé n'a pas été efficace, mais probablement parce qu'en fait, la structure que nous utilisons au départ avait été incorrecte. Et donc, une nouvelle campagne de criblage in silico va démarrer à partir d'une nouvelle structure du domaine XD de Nipah et de Parainfluenza 3. Par ailleurs, l'équipe de Samir Messaoudi du laboratoire de synthèse organique à l'école polytechnique a réalisé 60 analogues de notre tête de série NX1. Alors c'est une molécule dont on ne savait pas trop si elle ciblait l'interaction ou l'hôte. Et les tests ont montré que ce n'est pas l'interaction N-tail-XD qui est la cible en fait de cette molécule, mais c'est plus probablement des fonctions cellulaires. Toujours est-il que cette molécule, comme vous le voyez en bas, avait une activité autour de quelques dizaines de micromolaires. Et les nouveaux analogues qui ont été synthétisés, les meilleurs, sont 10 fois plus actifs. Donc petit à petit, on arrive à améliorer l'activité de ces têtes de série. L'équipe de Nicolas Tsapis à l'Institut Galien a formulé NX1 sous une forme palmitoylée, ce qui doit permettre à terme de l'administrer sous forme d'un spray poudre, ce qui évidemment pour une délivrance pulmonaire est particulièrement souhaitable. Et je vais terminer avec le volet sciences humaines et sociales. L'équipe de l'USAFRA à Sciences Po a réalisé un certain nombre d'études, comme le disait Cyril, sur l'acceptabilité de ces traitements, avec des résultats qui sont finalement à l'opposé de ce qu'on pourrait penser, un peu contre-intuitif. Une première étude qu'elle a réalisée donc, par interview de 600 personnes, voir quel était l'impact de l'information qu'on donne sur le traitement. Et globalement, moins on donne d'informations et mieux ça passe, si on peut résumer les choses comme ça. Si on dit qu'il est innovant, c'est moins bien. Si on dit qu'il est disruptif, c'est encore moins bien. Et d'autres choses qui sont également intéressantes, c'est que finalement, si le gouvernement informe, recommande ou oblige, il n'y a pas d'impact. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le fait d'obliger n'entraîne pas plus de réactions de rejet que simplement d'informer. Et puis, une autre chose qui est apparue, c'est que la communication, l'information, si elle provient d'un groupe d'experts qui travaillent depuis longtemps sur le sujet, est bien mieux acceptée que si c'est un groupe qui a été mis en place uniquement pour la pandémie. Voilà, je vais m'arrêter ici et remercier évidemment tous mes collègues du projet, l'ANRS MIE et puis toutes les autres agences qui nous ont aidés, contribué à monter ce programme. Merci. Merci beaucoup. Alors vous avez vu, c'est des Lyonnais, mais ils n'ont pas arrêté des Marseillais, des Tourangeaux. Vous voyez, donc ça c'est bien, c'est ça l'esprit PEPR. Et par ailleurs, je voulais juste dire par rapport à ce que tu disais sur Nipah, il y a un article dans le Journal of Infectious Disease 2000 sur l'épidémie de Nipah de Malaisie. Si vous voulez comprendre c'est quoi un One Health, lisez-le parce que c'est magnifique. Moi, je l'utilise toujours pour les cours. Donc, c'est hyper intéressant. En tout cas, merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques particulières? Donc, il commence à avoir faim. Alors, en fait, pour des raisons que d'ailleurs j'ignore, hein, il y a d'autres projets NIPA, comme vous le savez. Il y a le projet NIPA vaccin, ça c'est autre chose. Il y a aussi un autre projet NIPA traitement. Alors, je ne sais pas si vous savez ou pas, compte tenu du fait que la France a des relations très importantes en ce moment avec l'Inde, nos décideurs s'intéressent beaucoup au NIPA. Donc je voulais savoir un peu votre relation avec l'équipe marseillaise. Alors, vous l'avez présenté, hein, mais ils ont un autre projet. Je voulais savoir un peu comment vous interagissez. Alors, pour l'instant, on n'a pas... Alors, il faut que tu viennes juste... Parce que sinon, ils ne vont pas. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'interaction particulière avec l'autre projet, mais effectivement, c'est des choses qu'on pourrait tout à fait... Mais tu crois que vous ne pourriez pas avoir parce que... Vous êtes en concurrence ou... Non. Pas forcément. C'est peut-être le manque d'informations pour ma part. Oui, non. Au contraire, il y a d'autres projets avec lesquels on collabore. En fait, c'est juste sur celui-ci. C'était le point de départ était très différent. Oui, oui. Et donc, en fait, je pense que c'est un peu ce qu'on s'était dit avec Sonia, c'est qu'au moment où on arrivera à un degré de maturité suffisant, ça vaudra le coup d'aller regrouper tout le monde, je pense. Mais en tout cas, on nous a demandé, donc on va le faire. De toute façon, c'est des choses qu'on fait, mais là, en plus, il y a eu on nous a demandé, on va vous réunir tous autour de NIPA, que ce soit vaccin et traitement, parce qu'il y a un intérêt, un peu stratégique sur le NIPA. Et par ailleurs, il y a de l'autre côté des équipes indiennes qui sont très bons. Hein. Et je pense que c'est vraiment une articulation à faire. En tout cas, oui, pardon, vas-y. Non, juste un point que je voulais signaler, c'est que le fait d'avoir obtenu aussi le PEP-RMIE a servi d'effet de levier pour nous intégrer dans un consortium européen du Fonds européen de défense, où NIPA fait partie également des cibles, et ça a été déterminant dans la constitution de ce programme européen qui va démarrer cette année. Alors ça, c'est un truc que moi, je n'ai pas dit dans mon discours, mais Léandro et Lucille l'ont dit. Ça veut dire que j'ai oublié de le dire. Mais j'aurais dû, mais bon, Léandro et Lucille l'ont dit. Un des sujets très importants, c'est que via ces PEPR, on puisse effectivement aller sur des projets européens, parce que le fait d'être ensemble et construire cette structuration ensemble nous met en position de force. Alors, il y a eu l'appel à projet sur les anticorps monoclonaux européens, où il y a quand même 2 consortiums français, je ne sais pas combien ont été... Mais il y a 2 consortiums français qui ont gagné quand même. Et ça, c'est aussi ce travail. Alors, il n'y a pas le NIPA, c'est l'ASA, mais c'est ça qui permet aussi d'avancer. Et comme tu le dis, je pense que c'est effectivement très important pour la suite. En tout cas, merci beaucoup. Merci.